Dans le grand 4, on va désormais s'occuper des cristaux ioniques. Alors les cristaux ioniques sont des solides électriquement neutres constitués de cations et d'anions. Alors les solides sont globalement neutres, mais ça veut dire aussi qu'au niveau de chaque maille, les charges positives et les charges négatives doivent se compenser également. Alors, les anions sont généralement issus d'atomes qui sont très électronégatifs, donc ils vont être placés à droite dans la classification périodique, alors que les cations sont placés à gauche dans la classification périodique, puisque ce sont des atomes qui ont eu tendance à perdre des électrons pour rejoindre la configuration du gaz rare le plus proche, donc celui de la ligne du dessus. Et donc ce sont des atomes qui sont peu électronégatifs. Alors, la cohésion du cristal va être assurée par cette attraction électrostatique entre anions et cations, mais cette attraction électrostatique va quand même être contrebalancée par le fait que deux anions se repoussent et deux cations se repoussent également. Alors, en raison de ces liaisons ioniques, on va avoir des cristaux qui sont durs mais cassants, parce que les plans ne peuvent pas glisser les uns sur les autres comme dans le cas du réseau métallique, parce que s'ils glissaient, on aurait des rapprochements d'ions de même signe. D'autre part, on va avoir une température de fusion qui est élevée, parce que cette force électrostatique d'attraction anion-cation est très intense, donc c'est elle qu'il va falloir briser pour faire fondre ce cristal ionique. Et enfin, la conductivité électrique est quasiment nulle à l'état solide, puisqu'il n'y a pas d'électrons qui sont mobiles dans le solide. Or, dans un solide, ce sont les électrons qui sont en charge de la conduction. En revanche, évidemment, une fois qu'on a dissous ces cristaux ioniques, en solution, on va avoir les anions et les cations qui seront hydratés, et on aura donc une libre circulation de ces ions, et donc une bonne conduction en solution pour ces cristaux ioniques. Évidemment, on n'a plus des cristaux ioniques, on aura à ce moment-là des ions hydratés. Alors, avant de parler de notre modèle de cristaux ioniques, je vais redonner les caractéristiques du modèle des cristaux métalliques. Donc, dans les cristaux métalliques, on avait envisagé des empilements d'atomes métalliques qui seraient comme des grosses oranges, donc des sphères dures, qui sont empilées de façon la plus compacte possible, donc dans le cas des réseaux compacts, et puis peut-être un petit peu de façon moins compacte dans les réseaux pseudo-compacts. Donc dans ce cas-là, surtout dans le cas des réseaux compacts, on a finalement très peu de vide, et donc dans ces petits interstices, on peut aller placer des tout petits atomes. Donc faut imaginer quelque chose comme des grosses oranges, et puis dans les petits trous, on va aller placer des petites cerises. Alors ici, dans le cas des réseaux cristallins, ioniques, on va se retrouver avec deux sortes d'ions, puisqu'on a les cations et les anions. On a donc deux sphères dures à chaque fois, donc les anions sont modélisés par une sphère dure, les cations sont modélisés par une autre sphère dure, et ces deux sphères dures n'ont pas le même rayon. Et on va ensuite donc combiner ces deux sphères de rayons différentes pour venir les empiler. Alors, je sais pas, cette fois-ci, il faut imaginer des rayons pas forcément très différents. Prenez une orange et vous prenez une petite pomme, quoi. Mais c'est, bon, voilà, on a un rapport de rayons qui est quand même pas le même que dans le cas des atomes interstitiels qui viennent se loger dans les interstices d'un réseau compact. Bon, alors, donc, on a donc des oranges qui se repoussent, des pommes qui se repoussent, par contre, une orange attire une pomme. Et il faut qu'on crée une périodicité dans cet empilement plutôt compact d'oranges et de pommes. Alors, donc première chose, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre deux ions de même signe. Donc pas de contact entre orange, pas de contact entre pommes. En revanche, on va toujours considérer qu'il y a un contact cation-anion, donc un contact pomme-orange. On va définir d'autre part la coordinance du cation comme le nombre
d'anions qui sont les plus proches voisins du cation. Et la coordinance de l'anion, c'est le nombre de cations qui sont les plus proches voisins, et là j'ai le feu de frappe, de l'anion. Je vais également essayer de définir le rayon ionique d'un cation ou d'un anion. Alors l'idée c'est de partir de la distance entre deux ions qui sont en contact, donc un cation et un anion. Puisqu'ils sont en contact, la distance entre les deux centres, c'est R+, plus R-. R+, ça va être le rayon du cation, et R-, le rayon ionique de l'anion. Alors, petit d, on peut le mesurer, mais le problème c'est qu'on ne sait pas qui est R+, combien vaut R+, combien vaut R-. Alors l'idée c'est de prendre une référence, ce sera l'ion O2-, l'ion oxyde. On prend un rayon ionique égal à 140 picomètres pour l'ion oxyde, et puis on va venir ensuite, de proche en proche, mesurer les rayons ioniques de tous les autres ions qu'on peut rencontrer. Et donc on peut venir, voilà, faire un tableau avec toutes les valeurs des rayons ioniques, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que les cations sont grosso modo plus petits que les anions. Alors ça vient notamment du fait que si on trace cette carte de densité électronique ici pour NaCl, effectivement les électrons ont tendance à passer plus de temps du côté de Cl- que de Na+. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu tout le temps. Ici, on a représenté les rayons ioniques et les rayons atomiques des différents éléments du tableau périodique classés par colonne. Donc les alcalins, les alcalinotéreux, la colonne 13, la colonne 16 et la colonne 17. On a déjà parlé de l'évolution du rayon atomique en fonction du numéro de la colonne en se déplaçant sur une ligne. On a également parlé du fait que le rayon atomique augmentait lorsqu'on se déplaçait d'une ligne à l'autre vers le bas. Et ici, on a représenté en plus en rose le rayon ionique du cation formé à partir de l'atome gris. Et donc évidemment, en arrachant des électrons, on va passer à un rayon beaucoup plus petit, surtout qu'en fait on est en train de repasser sur la configuration du gaz noble de la ligne du dessus. Et pour les anions, on vient rajouter des électrons, et donc on vient augmenter le rayon ionique par rapport au rayon atomique. Bon, on se rend compte quand même que, effectivement, nos cations ont des rayons qui sont plutôt plus petits que les rayons des anions. Puisque les anions sont plus gros que les cations, ça veut dire que la contrainte de non-contact entre deux anions est plus forte que la contrainte de non-contact entre deux cations. Donc pour décrire un cristal ionique, on va écrire toujours la condition de contact entre un anion et un cation, ainsi que la condition de non-contact entre deux anions. Et si la condition de non-contact entre deux anions est respectée, alors forcément, la condition de non-contact entre cations sera également respectée, en tout cas dans la série de cristaux qu'on va être amené à étudier ensemble. Alors, on va s'attaquer au premier type de cristal ionique qu'on va étudier ensemble, qui est la structure de type chlorure de césium, CsCl. Alors, normalement, si vous avez bien compris tout le cours sur les cristaux métalliques, ça va aller extrêmement vite. Alors, l'idée du chlorure de césium, c'est qu'on a un réseau, alors, toujours, je vais placer mes ions négatifs, donc mes anions, sur les sommets du cube, de façon à simplifier l'étude, puisqu'on a dit que a priori les anions étaient plus gros que les cations, donc ça nous permet en particulier de décrire notre empilement comme un empilement d'anions dans lequel les cations se seront insérés dans les interstices. Donc on a deux possibilités pour décrire ce réseau CsCl. Soit on considère que on a les Cl- qui forment un réseau cubique et les Cs+, forment également un réseau cubique simple décalé. Alors pour bien voir que à la fois les Cl-, mais aussi les Cs+, forment un réseau cubique simple, il faut représenter ici au moins 8 mailles.
de façon à voir également la périodicité pour l'ion CS+. Donc là, c'est une façon de décrire. Donc on a un enchevêtrement de deux réseaux cubiques simples, l'un dans l'autre, avec un décalage entre les deux. Soit on va décrire l'ion CS+, comme étant inséré, comme un ion interstitiel, donc il va s'insérer dans le site cubique du réseau cubique simple. Les deux descriptions sont complètement identiques et ça change pas grand-chose pour les calculs, pour CSCL en tout cas. Alors, une fois qu'on a décrit ce réseau, on a donc un empilement d'oranges et de pommes. Alors j'ai pris des oranges plus grandes que des pommes, donc on va dire que les oranges sont les choses vertes et la pomme est la chose orange. Bon, en tout cas, il faut regarder la coordinance. On a un CS+, qui est en contact avec 8 Cl-, puisque le CS+, est au centre du site cubique. Il est en contact avec les 4 ions Cl- au-dessus et les 4 ions Cl- en dessous. Donc on a bien 8 Cl- en contact avec un CS+. On a d'autre part un Cl- qui est en contact avec 8 CS+ de la même façon, parce que Cl- occupe également le site cubique du réseau de CS+. Donc, on a exactement la même chose. Donc on se retrouve avec une coordinance 8, 8. 8 pour le cation, 8 pour l'anion. On peut également compter le nombre d'ions par maille. Pour l'ion CS+, c'est pas compliqué, il appartient en propre à la maille. Et pour les ions Cl-, on a un ion Cl- sur chaque sommet, 8 sommets. Chaque sommet est donc occupé par un ion qui appartient pour 1/8 à la maille. On a donc 8 fois 1/8, c'est-à-dire un ion Cl- par maille. Puisqu'on a autant d'ions CS+ que d'ions Cl- dans la maille, on peut dire que l'électroneutralité est bien garantie à l'échelle de la maille et donc à l'échelle du solide. Et ensuite, on va chercher la condition géométrique pour que un cristal ionique cristallise avec la même structure que CsCl. Pour cela, on va écrire, première chose, la condition de contact entre un anion et un cation. Or, il y a contact entre un anion et un cation sur une demi-diagonale de cube. La diagonale de cube fait A racine de 3, la demi-diagonale de cube fait A racine de 3 sur 2. Donc on a R+, plus R- qui vaut A racine de 3 sur 2. Je vous rappelle qu'il y a bien contact entre R+, et R-. On le voit mieux avec le modèle compact, mais nous on travaille avec la représentation éclatée. Donc on va écrire également la condition de non-contact entre deux anions, mais cette fois-ci, les deux anions les plus proches, leur distance la plus proche, c'est l'arête du cube. Donc il faut que l'arête du cube soit plus grande que 2R-, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les deux anions. Donc on a une égalité plus une inégalité, on va trouver une inégalité entre R+ et R-. Donc généralement, l'idée c'est de partir d'un côté, par exemple 2R- plus petit que A, d'exprimer A en fonction de R+, plus R-, donc on a A qui vaut 2 facteurs de R+, plus R- sur racine de 3, et puis on fait disparaître le petit a, et on trouve une inégalité qui relie R- et R+. Donc si on veut que cet empilement soit autorisé, il faut forcément que R+ soit plus grand que R- facteur de racine de 3 moins 1. Or on sait d'autre part que R+ est plus petit que R-, on en déduit que la condition géométrique c'est racine de 3 moins 1 facteur de R-, plus petit que R+, plus petit que R-. Donc si jamais on rencontre un cristal ionique, qu'on est capable de trouver le rayon ionique du cation, le rayon ionique de l'anion, et qu'on remarque que R+ sur R- est placé entre 0,732 et 1, alors notre cristal ionique va cristalliser comme CsCl. On peut ensuite mener à bien les calculs habituels, calcul de taille de la maille. Le paramètre A a déjà été calculé puisque il est lié à la condition de contact entre l'anion et le cation. Donc A vaut 2 sur racine de 3, facteur de R+, plus R-. On peut également calculer la compacité en calculant le volume effectivement occupé par les sphères dures dans la maille. Or ici, on a
une sphère dure de rayon R+, dans la maille, plus une sphère dure de rayon R- dans la maille. Donc on va ajouter une fois 4 tiers de pi R plus cube, et une fois 4 tiers de pi R moins cube au numérateur. Et puis au dénominateur, c'est évidemment A au cube, puisque c'est une maille cubique. Pour la masse volumique, c'est à peu près la même chose. On a besoin de calculer la masse de la maille, et on divise par le volume de la maille. Or, la masse de la maille est donnée par le fait qu'il y a 1 ion CS+ par maille, et 1 ion Cl- par maille. Donc si je multiplie la masse d'une mole de CS et d'une mole de Cl et que je divise par le nombre d'Avogadro, j'aurai bien la masse de la maille. On a toujours un ordre de grandeur de l'ordre de quelques milliers de kilogrammes par mètre cube. Vérifiez vos unités pour grand M et petit a. Le deuxième type de cristal ionique qu'on va étudier, c'est le chlorure de sodium, NaCl. Donc c'est le cristal que vous connaissez depuis vos études au lycée. Donc cette fois-ci, on a les ions Cl- qui forment un réseau cubique face centré, et les ions Na+, qui forment également un réseau cubique face centré. Donc là, on arrive pas encore à le voir. On va rajouter quelques mailles. Donc ici, on le voit sans doute mieux. Donc en vert, on a les anions, puisqu'ils sont plus gros que les cations. Donc on a notre réseau de Cl-, qui est un réseau cubique face centré, qui est enchevêtré avec un réseau cubique face centré d'ions Na+. Alors, ils sont enchevêtrés de façon très régulière. On a donc un Na+, qui est au milieu de l'arête Cl-, Cl-. Ça veut dire aussi qu'on peut voir les choses autrement. On a le cation Na+, qui occupe le milieu de l'arête d'un réseau cubique face centré, c'est-à-dire le site octaédrique, enfin un site octaédrique du réseau cubique face centré de Cl-. De la même façon, on a également Cl- qui occupe le site octaédrique d'un réseau cubique face centré de Na+. Maintenant qu'on a décrit la maille, on va compter le nombre de contacts. Donc, un cation est en contact avec 6 Cl-. Alors, on peut prendre par exemple ce cation central, c'est le plus simple. Il est donc en contact avec 4 Cl- dans son plan, plus un Cl- au-dessus et un Cl- en dessous. Bon, en même temps, compter le nombre de contacts alors qu'on vient de dire que Na+ occupait un site octaédrique, c'est pas très compliqué. Le centre de l'octaèdre est en contact avec les 6 sommets de l'octaèdre, ça semble logique. Alors ensuite, un Cl-, de la même façon, est en contact avec 6 Na+, normal, puisque le Cl- occupe le site octaédrique du réseau cubique face centré de Na+. On va également compter le nombre d'ions par maille, donc le nombre de cations et le nombre d'anions, et vérifier qu'on a bien électroneutralité au niveau de la maille. Pour les Na+, on se souvient que les Na+, occupent tous les sites octaédriques du réseau cubique face centré de Cl-. Or, il y a un site octaédrique sur chaque arête, au centre de chaque arête. Autrement dit, on a déjà 12 sites octaédriques qui sont partagés entre 4 mailles, donc on a donc 3 ions Na+, sur les sites octaédriques sur les arêtes, plus l'ion Na+, qui appartient en propre à cette maille cubique face centrée, et donc ça nous fait au total 4 ions Na+, par maille. Pour compter les ions Cl-, c'est encore plus simple, on a 8 ions sur les sommets, qui sont partagés par 8 mailles, donc qui comptent pour 1/8, et on a 6 ions Cl- sur les faces, qui sont partagés entre 2 mailles, donc qui comptent pour 1/2. Donc on a 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, c'est-à-dire 4 ions Cl- par maille. Donc c'est vraiment exactement le même genre de calcul que pour les réseaux métalliques cubiques face centré, lorsqu'on a dénombré le nombre d'atomes dans un cubique face centré, plus le nombre de sites octaédriques. C'est vraiment le même genre de calcul. Ensuite, on complète en écrivant la condition géométrique.
il y a contact entre un anion et un cation sur une demi-arête de cube. C'est peut-être là que ça se voit mieux. Contact entre un anion et un cation sur une demi-arête de cube. Donc R+, plus R- vaut A sur 2. Il y a non-contact entre un anion et un autre anion sur une demi-diagonale de face. D'accord ? Donc sur l'ensemble de ce cristal, les anions les plus proches, c'est ceux-là et ceux-là. Tous les autres ont la même distance ou plus grande. Donc la condition de non-contact, c'est qu'il faut que 2R- soit plus petit que la longueur de cette demi-diagonale de face. Donc la diagonale de face faisant A racine de 2, on a 2R- qui doit être plus petit que A racine de 2 sur 2. Alors il faut se dépatouiller avec cette inégalité et cette égalité en faisant disparaître A. Donc ici j'ai choisi de recopier R+, plus R- égale A sur 2. Donc comme A sur 2 est plus grand que 2R- sur racine de 2, ça fait donc cette chose-là. J'ai simplifié ici, et on arrive sur l'inégalité, racine de 2 moins 1 facteur de R-, plus petit que R+. Et comme énergétiquement, il est plus favorable qu'on ait une cristallisation sous forme CaCl plutôt que NaCl, je rajoute la deuxième inégalité, qui vient du fait que on cristallise sous forme NaCl parce qu'on ne peut pas cristalliser sous forme CaCl. Donc on se retrouve avec des cristaux ioniques qui cristallisent comme NaCl si jamais le rapport R+, sur R- est compris entre racine de 2 moins 1 et racine de 3 moins 1, donc 0,414 et 0,732. Les calculs qui viennent ensuite sont de la même façon assez classiques. On a déjà calculé la taille de maille en fonction de R+, et R-. On peut calculer la compacité en utilisant le fait que dans une maille, il y a 4 sphères de rayon R+, et 4 sphères de rayon R- par maille. Donc le volume occupé dans la maille par les sphères, c'est 4 fois 4 tiers de pi R plus cube plus 4 fois 4 tiers de pi R moins cube. Et on divise par le volume de la masse, c'est-à-dire A cube. On trouve ici 0,67, donc quelque chose d'assez important. Et enfin, la masse volumique, en calculant la masse d'une maille, c'est 4 fois la masse d'une mole de Cl plus 4 fois la masse d'une mole de Na divisé par le nombre d'atomes par mole. Et enfin, on divise cette masse de la maille par le volume de la maille A cube, et on trouve 2260 kg par mètre cube. Donc toujours quelque chose de l'ordre de quelques milliers de kilogrammes par mètre cube. La dernière structure cristalline ionique à notre programme, c'est celle de la blinde, ZNS. Alors méfiez-vous parce que le sulfure de zinc peut cristalliser sous différentes formes. Ici, on s'intéresse à la variété allotropique, qui est un réseau cubique, face centrée pour S2-, avec occupation d'un site tétraédrique sur 2 par Zn2+. Alors en plus, il faut que les sites tétraédriques occupés soient les plus éloignés possibles les uns des autres. Donc si on réfléchit bien, on a 8 sites tétraédriques dans un réseau cubique face centrée. Donc ce sont les centres des 8 petits cubes qu'on peut récupérer en coupant selon les plans médians ce cube. Et ici, il faut donc qu'on ait, ici par exemple, on a Zn2+ en avant à droite, Zn2+ en arrière à gauche, et puis l'opposé en bas, Zn2+ va être présent dans le petit cube qui est en avant à gauche, et le petit cube en arrière à droite. Donc en fait Zn2+ forme une sorte de tétraèdre à l'intérieur de ce réseau cubique face centrée. Alors, on a toujours mis S2- sur les sommets, comme habituellement, toujours l'anion sur les sommets. On va compter le nombre de contacts. On a un Zn2+ qui est en contact avec 4 S2-, puisque Zn2+ est au centre d'un site tétraédrique. Et un S2- est en contact avec 4 Zn2+. Alors le plus simple, c'est d'aller regarder par exemple celui-là, de S2-. Il est en contact avec les deux Zn2+, des deux sites tétraédriques en dessous, et il va être en contact également avec les deux Zn2+, des sites tétraédriques du dessus.
Pour vérifier l'électroneutralité, on va compter le nombre d'ions dans une maille. Pour S2-, étant donné que c'est un réseau cubique face centrée, on a 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, donc 4 ions S2- par maille. Et puis pour les Zn2+, c'est encore plus simple, on a occupation d'un site tétraédrique sur 2, or il y a 8 sites tétraédriques qui sont les 8 centres des 8 petits cubes, donc on a 4 ions Zn2+ par maille. Comme on a la même charge pour S2- et Zn2+ au signe près, on a bien une maille qui est électriquement neutre, et donc un solide qui est globalement électriquement neutre également. On va maintenant étudier la condition géométrique d'existence d'un tel cristal, en écrivant la condition de contact entre un anion et un cation, qui se fait sur une demi-diagonale de petit cube, puisque le cation occupe le centre du petit cube qu'on a découpé. Et puis une demi-diagonale de petit cube, c'est la même chose qu'un quart de diagonale de grand cube. Donc on a R++ plus R- qui vaut A racine de 3 sur 4. On a également la condition de non-contact entre les deux anions les plus proches, et les deux anions les plus proches, c'est un anion sur un sommet et un anion sur un centre de face. Donc cette condition de non-contact s'écrit 2R- plus petit que A racine de 2 sur... On regroupe l'égalité et l'inégalité, on fait disparaître petit a, et on trouve une inégalité sur R+, et R-, qu'on va pouvoir remettre sous la forme racine de 3 sur 2 moins 1, facteur de R-, est plus petit que R+. À ceci, on ajoute l'inégalité qu'on avait obtenue pour la cristallisation sous forme de NaCl, l'idée étant toujours que il est énergétiquement favorable de cristalliser sous forme NaCl plutôt que de cristalliser comme ZNS pour un cristal ionique. Alors, c'est facile à retenir. En réalité, ce qui est favorable, c'est d'avoir davantage de contacts anion-cation. Donc, plus la coordinance est forte, plus l'assemblage est stable. C'est pour ça que, de préférence, nos cristaux vont préférer cristalliser comme CSCl, mais ça nécessite que la condition géométrique soit respectée. S'ils ne peuvent pas cristalliser comme CSCl, ils préféreraient cristalliser sous la forme de NaCl puisqu'on a une coordinance 6,6, donc beaucoup de contacts anion-cation, mais ça nécessite cette condition, il faudrait que dans ce cas-là que R+ soit plus grand que racine de 2 moins 1 fois R-, mais si R+ est plus petit que racine de 2 moins 1 fois R-, le cristal ne peut pas cristalliser sous la forme de NaCl, et donc il se replie sur cette possibilité de cristalliser comme ZNS. Donc finalement, on a possibilité de deviner la forme que va prendre le cristal en fonction du rapport R+ sur R-. Et on va finir avec le calcul des grandeurs habituelles. La taille de la maille d'abord, qu'on a déjà trouvé tout à l'heure en écrivant la condition de contact entre l'anion et le cation. La compacité, qui vient du fait que dans une maille, on a 4 sphères de rayon R+, plus l'équivalent de 4 sphères de rayon R-. Donc le volume réellement occupé par les ions dans la maille, c'est 4 fois 4 tiers de pi r- cube, plus 4 fois 4 tiers de pi r+ cube. Et pour calculer la compacité, je divise ça par le volume de la maille à cube. Et pour la masse volumique, je vais calculer la masse d'une maille en faisant 4 fois masse du soufre plus 4 fois masse du zinc divisé par Na, ça nous donne la masse de la maille, divisé par A cube.